Alors, maintenant, on va enchaîner, puisqu'on est parti en fait avec de très bonnes choses. On va enchaîner maintenant. Comme on a parlé un peu d'argent, on va aller chercher l'argent où il est. Nous allons parler un peu d'économie. On va parler d'économie avec le prince Niantio. Alors, vous avez la particularité, cher monsieur, d'être diplômé d'école supérieure de commerce. Donc voilà, vous avez pratiqué. Vous avez aussi une dominante en fait en audit finance. Vous êtes chef de projet finance, si j'ai bien compris, France Télécom, et vous êtes occupé de l'Asie, Pacifique, Moyen-Orient, et vous allez, n'est-ce pas, aujourd'hui nous faire un exposé. Alors, petite chose, vous connaissez bien le monde de la finance, surtout le monde de la finance chez ces gens qui manipulent les formules chimiques. Donc voilà, vous allez nous parler aujourd'hui du marché de la cosmétique ethnique, émergence de la cosmétique alimentaire naturelle. Monsieur Prince Niantio. Merci Mathias, merci pour cette présentation. D'abord, j'aimerais remercier les intervenants précédents pour la qualité de leur discours. J'aimerais aussi remercier Gillette pour tout ce qu'elle fait pour la cosmétique alimentaire. Également son staff. En fait, je trouve que nous sommes aujourd'hui vraiment très, très, très nombreux. Et ça me fait plaisir. Parce que je vois des jeunes personnes, je vois des bébés, je vois aussi surtout des jeunes femmes, et ça me fait plaisir. Pourquoi? Parce que lorsqu'on passe un message à une jeune femme, on passe à 100 d'un coup. Alors que pour les messieurs, lorsqu'on passe un message à un monsieur, très souvent il le garde pour lui, sauf s'il s'agit de sexe ou d'argent. Donc suivez bien cette présentation, vous serez servis parce qu'on va parler économie. Et pour cela, nous avons préparé des slides. Pourquoi? Parce qu'on sait que certains d'entre nous sont fâchés avec les chiffres. Pour les aider à comprendre, à suivre, c'est plus intéressant d'avoir des slides. Lisons ensemble le titre de l'exposé, le marché de la cosmétique et l'émergence de la cosmétique alimentaire naturelle, que Gillette vient de vous présenter. Qu'est-ce qu'on constate en fait aujourd'hui? En fait, aujourd'hui on parle de la cosmétique ethnique. Et la cosmétique ethnique est un marché à haut potentiel. En fait, pour faire simple, aujourd'hui, tout est ethnique. Avant, en Occident, on parlait de marché ethnique pour désigner le marché cosmétique pour les minorités. Pour faire simple, en France, les Noirs, les Arabes et les Asiatiques. Mais aujourd'hui, lorsque vous travaillez pour un grand groupe et que vous êtes en Chine, je pense que vous n'allez pas leur dire qu'ils sont une minorité visible dans le monde. Ce n'est pas possible. Ils sont plus nombreux que tout le monde. Donc, et eux, lorsqu'ils raisonnent, pour eux, les Occidentaux, blancs, noirs, qu'importe, vous êtes une ethnie comme une autre. Donc aujourd'hui, le marché de la cosmétique est en fait un marché ethnique. Mais lorsqu'on va parler de la France, bien évidemment, on va se focaliser sur le marché des produits destinés aux populations noires, nord-africaines et asiatiques. Mais on va faire vraiment un focus sur la population noire. En fait, l'industrie cosmétique a débuté fin du 19e siècle, début du 20e siècle. Au départ, c'était des petits laboratoires comme L'Oréal. Ils ont commencé, c'était un tout petit laboratoire à Clichy. Et petit à petit, aujourd'hui, c'est devenu la multinationale qu'on connaît. Idem pour Procter & Gamble aux États-Unis. C'était la même chose. Et donc, dès le départ, en fait, le marché cosmétique était en Europe, ou en Occident, si vous voulez, en Occident plutôt. C'est-à-dire l'Europe de l'Ouest et les États-Unis. Alors qu'aujourd'hui, ces marchés sont devenus matures et les relais de croissance sont dans les pays en voie de développement. Et qui dit pays en voie de développement dit nouveau profil de consommateurs. Donc on ne parle pas de la même façon à un Brésilien qu'on va parler à un Allemand. Et pour cela, les grands groupes doivent s'adapter.
Donc, dans un premier temps, on va voir les enjeux de l'industrie cosmétique mondiale. On va faire ensuite un focus sur la France et regarder les atouts de la cosmétique alimentaire naturelle. Vous allez voir, ce sont des chiffres impressionnants. En 2009, le marché de la cosmétique mondiale a été estimé à 250 milliards d'euros. 250 milliards d'euros, un chiffre énorme. C'est-à-dire 2 fois le budget du pays le plus industrialisé en Afrique, l'Afrique du Sud. C'est impressionnant. Ce chiffre dépasse toutes les estimations les plus optimistes des économistes au milieu du XXe siècle. Jamais on n'aurait pensé à atteindre un tel chiffre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que le marché de l'industrie cosmétique se porte très bien, malgré la crise. C'est un marché qui ne connaît pas la crise. En Europe ou aux États-Unis, on constate des croissances modérées, mais dans les nouveaux pays émergents, les BRIC, ce qu'on appelle les BRIC, c'est-à-dire le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, on constate de fortes croissances. Et si on regarde par segment, on voit tout de suite que ce sont les soins de la peau, donc ensuite les produits capillaires et le maquillage. Donc je ne vais pas vous lister tous ces produits, vous les connaissez je pense mieux que moi. On les retrouve dans nos salles de bain et nous sommes familiers. J'ai mis à côté les sources, c'est important parce que lorsqu'on parle de cosmétiques, ce sont des grands groupes, ils font des études et croyez-moi, ils savent de quoi ils parlent en termes d'études de marché. Ce sont eux qui les ont inventés, avant les politiciens. Les politiciens s'y sont mis récemment, mais eux, ils ont un siècle d'avance. Et ça va être important pour la France, lorsqu'on va parler de la France. Donc, si on regarde notre camembert, qu'est-ce qu'on constate? Ce que j'étais en train de vous dire, à savoir la montée en puissance des pays émergents, notamment le Brésil et la Chine. Mais regardons d'abord le camembert. Vous voyez que l'essentiel, c'est l'Europe de l'Ouest, mais la part diminue d'année en année. Ensuite, l'Amérique du Nord, sa part diminue également. Le Japon, qui résiste, mais surtout le reste du monde. Il y a 10 ans, c'était à peine 15%. On n'en parlait même pas trop. Mais aujourd'hui, ça représente 35%. Ce qui, ce qui prouve la montée en puissance de ces pays. Et si on regarde le top 10 des pays, on voit les États-Unis sont toujours en tête, mais sa part diminue. On constate surtout que le Brésil est le 3e marché au monde aujourd'hui. Et lorsqu'on parlait de cosmétiques ethniques et de cosmétiques alimentaires naturels, le Brésil, c'est un pays intéressant pour nous parce que c'est le 2e pays au monde où il y a le plus de population noire et métisse. Et donc, lorsque les groupes communiquent, ils ne communiquent pas de la même façon au Brésil qu'en Europe occidentale. Également la Chine. C'est important la Chine. Pourquoi? Pas simplement parce qu'ils sont plus d'1 milliard, mais c'est surtout parce que la Chine a cette spécificité, c'est qu'en Chine cohabitent les produits de l'industrie cosmétique classique, mais aussi des produits locaux. Et les produits locaux, c'est aussi des produits naturels, faits par des Chinois pour des Chinois depuis des siècles. Et je peux vous assurer que quand vous êtes cadre dans un groupe de cosmétiques, vous n'allez pas en Chine leur expliquer que les produits qu'ils utilisent depuis des siècles ne sont pas bons, quoi. Qu'ils doivent laisser ça et utiliser les produits de l'industrie cosmétique classique. Vous perdez tout de suite en crédibilité. Et si votre chef est au courant, il vous fait retourner sur Paris illico presto. Parce que vous êtes en train de discréditer son business. Donc en Chine, on respecte les produits locaux. Et au contraire, on essaye même de les racheter quand on peut. Tout à l'heure, il y a eu une présentation sur l'aliénation esthétique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en Afrique, lorsqu'ils arrivent,
Ils vous disent tout ce que vous faites, vous arrêtez, vous utilisez nos produits, ce qui prouve que vous êtes entré dans la civilisation. Si vous ne les utilisez pas, finalement, ils ne peuvent pas grand-chose pour vous. Donc, il existe quand même des relais de croissance. C'est des pays dits en développement. Et vous le voyez, je l'ai mis en rouge. Ce sont des produits ethniques. La cosmétique pour hommes. Vous avez un bel exemple de Sibentum qui est passé tout à l'heure avec son bun debout. C'est-à-dire, les industriels cosmétiques s'intéressent de plus en plus à vous, messieurs. Parce qu'on se dit que vous ne prenez pas assez soin de votre corps. Donc, on va vous aider à utiliser des produits. Et c'est un relais de croissance. Idem pour les produits ethniques. Et ça, c'est très intéressant pour les marchés France et Royaume-Uni, parce qu'on a une forte population, on va dire, de minorités visibles. Et ces minorités, pendant des années, on ne s'est pas trop intéressé à ce qu'ils voulaient. Et, voilà. Et aujourd'hui, c'est un marché très intéressant. On le verra en détail pour la France. Là, je vous ai montré le top 10 de l'industrie cosmétique. Vous voyez que les 10 groupes captent la moitié du marché. Pourquoi j'ai mis ce slide? Ce n'est pas simplement pour vous montrer les 10 plus grands groupes cosmétiques au monde. Procter & Gamble, Johnson & Johnson, Unilever, L'Oréal. C'est surtout pour vous dire que ces groupes ont été créés il y a un siècle. Au départ, ils sont partis de rien. Ils sont partis dans des simples laboratoires. Ils ont eu énormément de problèmes au début de la cosmétique parce que les produits étaient considérés comme toxiques. D'où la réglementation sévère qu'on a concernant l'industrie cosmétique. Mais ils ont persisté. Tout à l'heure, le professeur Gomez parlait de confiance en soi. Ils ont persisté. Ils se sont dit, il y a un marché. Nous, on va persister dans notre idée et on va développer des produits pour s'enrichir ou pour trouver des solutions à notre population. Donc, mais ce qu'il faut voir, c'est le slide suivant. En fait, dans le slide suivant, on remet L'Oréal à sa place, qui est numéro 1. En fait, on reclasse grosso modo le chiffre d'affaires de ces groupes en retenant uniquement la part de l'activité cosmétique. Et si je vous montre également ce slide, c'est surtout pour la notion de marque. Vous voyez à côté les marques. Ça, c'est très important. De même lorsque vous créez votre entreprise et que si vous avez l'intention de produire, la notion de marque est importante. Pourquoi? Parce que les gens préfèrent toujours acheter un produit qui a une marque. Vous mettez 2 produits identiques et à côté, le produit qui aura une marque reconnue, vous pouvez la vendre 2 fois plus cher, les gens vont acheter. Préféreront acheter le produit avec le logo dessus que l'autre. Moi, ça m'a dépassé. Mes collègues de marketing me l'ont prouvé il y a 5 ans de cela. Ça marche. Et donc, c'est important la notion de marque. Aujourd'hui, dans la cosmétique ethnique sur Paris, en tout cas sur ce que propose l'offre proposée aux Noirs, moi j'en connais une, c'est Gillette Loat. Voilà, également ce slide, c'est pour vous expliquer pourquoi aujourd'hui on a 250 milliards d'euros. Pourquoi ce marché pèse 250 milliards d'euros? Alors qu'il y a un siècle, on n'aurait jamais imaginé qu'on pourrait atteindre ces sommets. C'est tout simplement parce que les industriels se sont alliés avec les scientifiques pour pouvoir améliorer la qualité de leurs produits. Parce qu'au début, c'était considéré comme des produits toxiques. Et ensuite, et surtout, grâce au marketing, aux campagnes de publicité. Donc le marketing, je vous disais tout à l'heure, ce sont eux qui l'ont inventé. C'est Procter & Gamble.
qui a inventé le marketing, les études, tout ça. Et ils ont aussi compris le rôle des médias. C'est-à-dire au début, lorsque l'industrie cosmétique a débuté, c'était en même temps que les médias, la radio, la télé. Donc ils ont sponsorisé les émissions de radio, les émissions de télé. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Hein. Il y a un feuilleton, je ne sais pas si vous regardez, Les Feux de l'amour. Il y a souvent une partie où on passe les publicités. Vous avez constaté que ce sont toujours des publicités sur l'industrie cosmétique. Toujours. On vous vend des shampoings, des savons, tout ça. Indirectement, ils financent en fait ce type de série. Puisque les télévisions vivent grâce aux recettes publicitaires. Pourquoi je dis ça également? Parce qu'on a vu avec le professeur Gomez que les canons de beauté étaient les canons occidentaux. C'est comme ça, grâce à la puissance de la publicité, qu'ils ont diffusé, Hollywood, le cinéma a diffusé dans le monde les canons de beauté de l'Occident. C'est-à-dire les cheveux blonds, la peau claire, les yeux bleus. Nous autres qui venons d'Afrique, nous sommes tombés dans ce piège. En tout cas, certains sont tombés dans ce piège et ont tout fait pour avoir une peau claire, comme on a vu tout à l'heure. Mais simplement, sachez qu'aujourd'hui, ça ne marche pas partout. En Inde ou en Chine, non. Vous leur dites qu'il faut être comme ça, peut-être d'autres personnes, mais en majorité, ils vont vous regarder, ils vont vous demander si vous êtes normal. Eux, ce qu'ils attendent, c'est la qualité du produit. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça ne marche pas? Vous ne pouvez pas leur vendre la jeunesse éternelle. Non, ce n'est pas un problème. Eux, ils n'ont pas les crèmes anti-rides. Ça marche en Occident, pas en Chine. En Chine, on fait son âge, comme le docteur le disait tout à l'heure. C'est très beau. Ils trouvent ça très beau de voir une personne avec ses cheveux blancs. C'est, paraît-il, sexy, mais c'est comme ça. Faisons maintenant un focus sur le marché cosmétique en France, le marché qui nous intéresse directement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la France, c'est vraiment le pays de l'industrie cosmétique. Et pour cela, on a la Cosmétique Valley. Le Made in France est très apprécié dans le monde. Et également, L'Oréal, c'est le numéro 1, ça domine tout le marché cosmétique en France. Ceci étant, l'offre est essentiellement des produits chimiques, on verra plus tard. Et dans cette offre-là, encore une fois, c'est comme ça. Hein. Moi, pour avoir étudié ce marché et pour l'avoir fait depuis quelques années, il y a une offre qui est différente des autres. Et c'est ça aussi qui fait la valeur, la création de valeur. C'est Gillette Loat. Hein. Aujourd'hui, lorsqu'on veut des produits capillaires ou des produits 100% naturels, il n'y a pas d'autres personnes qui proposent ces produits. En tout cas, si vous connaissez d'autres marques, moi je suis intéressé pour voir également ce qu'ils font. C'est toujours intéressant de voir des entrepreneurs qui créent de la valeur. Et tout à l'heure, il y avait un jeune homme qui posait la question pour savoir qu'est-ce qui peut faire en sorte que demain il puisse créer. Bon, créer, il faut avoir une idée, il faut avoir confiance en soi, aller jusqu'au bout et surtout créer de la valeur. Lorsqu'on crée de la valeur, ça met plus de temps, mais après, on récolte plus de bénéfices, on récolte ce qu'on a sémé. Alors que lorsqu'on fait de la distribution, c'est honorable, c'est très bien, mais on crée moins de valeur. Voilà. Maintenant, pourquoi la cosmétique ethnique est un marché à haut potentiel et mal exploité? Tout simplement parce que pour l'instant, l'offre n'est pas à la hauteur de la demande. D'abord, un petit rappel sur le terme cosmétique ethnique. En fait, on le doit indirectement à une africaine américaine, déjà au début du XXe siècle,
En fait, c'est elle qui a commencé à vouloir proposer des produits spécifiquement pour des Noirs. Mais ceci étant, c'était avec la vision, on va dire, des Blancs américains. Et c'est elle qui a aussi lancé tous les produits de défrisage ou d'éclaircissement de la peau. Je ne sais pas si vous avez vu le film Malcolm X, mais à un moment donné, au début du film, on le voit, il a mis sa chaupe pour être très élégant, et puis il finit dans la salle de bain pour enlever tous les défrisants qu'il a sur la tête parce que ça le grattait. En fait, dès le départ, aux États-Unis, tous ces produits sont partis de là. Mais elle reste dans l'histoire parce que ça a été la première à vouloir vraiment diversifier l'offre des produits et à proposer des produits spécifiquement aux Noirs. Et après, il y a eu des produits pour les Chinois, les Latinos et autres. Donc, sur ce marché, c'est essentiellement les produits capillaires et les produits corporels. Dans les produits capillaires, vous l'avez vu tout à l'heure, ce sont les défrisages, hein, les perruques, les mèches, les shampoings, colorations. Aussi les produits corporels, des crèmes blanchissantes. Des crèmes, mais aussi on voit apparaître des crèmes avec des actifs inspirés des usages traditionnels. J'ai mis un cycle parce qu'il y a 15 ans de cela, on expliquait que surtout pas. Mais aujourd'hui, de plus en plus de marques communiquent en faisant référence à l'héritage africain. Ce n'était pas le cas il y a encore 10 ans. Donc, ça change petit à petit, mais il y a encore un long chemin pour arriver à l'authenticité. Également des produits de maquillage pour les peaux noires. En termes de distribution, donc ce sont les réseaux traditionnels, hein, les détaillants et les grossistes. Vous connaissez notamment un quartier sur Paris où quelques personnes vont acheter leurs produits. J'espère que ce n'est pas votre cas. Ensuite, les circuits spécialisés, Ethnicia, Inaya ou Coloris. Et là, c'est vraiment un effort qu'il faut saluer, un effort que souvent des jeunes entrepreneurs ont eu de recevoir dignement la population noire dans des salons de coiffure, qu'on ne soit pas obligé d'aller se coiffer et avoir la peur au ventre. Parce que passé 20 heures, on ne sait pas si on va pouvoir prendre son métro. Et là, vraiment, c'est une nouveauté qu'il faut saluer. Pareil, on retrouve également ces produits désormais dans des grandes et moyennes surfaces. Idem dans des circuits de distribution sélective, Sephora et Marionneau. Sephora appartient au groupe de luxe LVMH, mais désormais, on retrouve certains produits dits ethniques. C'est la preuve qu'il y a un marché et il y a un vrai potentiel. Mais pour l'instant, il est mal exploité. Donc, les principaux acteurs, toujours L'Oréal. Hein. L'Oréal est là avec toutes ses marques. Toutes ces marques, sauf Ken Carson, vous les connaissez tous, Dark and Lovely, la gamme de vernis, voilà. Et encore une fois, vous avez dit que je fais une fixation, mais c'est comme ça, ça correspond à la réalité. L'Institut Gillette Loat, voilà, qui propose des produits 100% naturels et des soins de beauté, fait exception sur un marché dominé par des produits de la cosmétique chimique. C'est la seule à proposer des produits 100% naturels. Et face aux marques planétaires et aux égéries glamour, Gillette Loat nous renvoie son slogan « Divinise ta beauté ». Au lieu d'essayer de ressembler à Beyoncé ou à Rihanna, divinise ta beauté. Aie confiance en toi et prends soin de toi et utilise des produits qui vont te permettre d'entretenir correctement ton corps et tes cheveux. Ce slide fait polémique. Pourquoi il fait polémique? Parce que lorsque cette étude est sortie, c'est en fait
un institut spécialisé dans les études ethniques, ACA, qui l'a sorti. Aujourd'hui, ça fait date et ça fait référence. Ça prouve que les femmes, les afro-caribéennes, dépensent 5 à 8 fois plus que les femmes d'origine caucasienne, c'est-à-dire les européennes blanches. Et lorsque on se pose la question, pourquoi? 2 réponses officielles. C'est une surconsommatrice. Et la deuxième réponse, c'est, plus politiquement correct, elle prend bien soin d'elle. Elles prennent bien soin d'elle, plus que la moyenne. Je ne sais pas si c'est 5 fois, 10 fois plus, ça, il faut poser la question. Mais en réalité, c'est qu'une fois de plus, la demande est forte, mais l'offre n'est pas à la hauteur de la demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, mesdames, pendant des années, vous avez été ignorées. Pendant des années, tout ce qu'on faisait, c'était concentré uniquement sur les caucasiennes. Mais depuis que le marché est en train de changer, ben, tout le monde s'intéresse à vous. Maintenant, il y a des jolies publicités avec des femmes d'origine africaine ou métisse. Mais c'est parce qu'aujourd'hui, ce constat-là, c'est tout simplement parce que les produits sont inadaptés. Et donc, c'est un grand groupe qui ouvre aujourd'hui des centres de recherche à Chicago pour pouvoir capter ce marché. Mais en réalité, comme on a vu tout à l'heure, vous avez à votre disposition, parfois même en Afrique, des produits pour prendre soin de vous. Là, je fais un focus sur la renaissance de la cosmétique naturelle africaine. En fait, c'est ce que Gillette vient de décrire. Hein. Pourquoi certaines femmes africaines en sont arrivées à se dire bon, maintenant ça va, j'ai essayé tous les produits de la cosmétique chimique, ça ne marche pas. Et en plus de ça, je ne comprends pas leur discours. Moi, je n'ai pas envie de crèmes blanchissantes. Je n'ai pas envie de me dépigmenter. J'ai peur des substances chimiques dans ces produits, notamment l'hydroquinone, que, comme vous savez, peut créer des graves allergies et des cancers. Voilà pourquoi il est important aujourd'hui de revenir à l'authenticité. En fait, jusqu'à présent, que veut la consommatrice afro-africaine, afro-caribéenne? Elle veut avant tout de la qualité. Elle veut avant tout que des produits soient de qualité, qu'elle puisse entretenir ses cheveux sans risque de maladie et autres. Dans ce slide, ce slide en fait est valable pour toutes les personnes, comme on voyait tout à l'heure, qui veulent entreprendre, qui veulent créer de la valeur, qui veulent ouvrir leur propre business. Et si ces personnes sont intéressées par la cosmétique alimentaire naturelle ou tout simplement la cosmétique des produits issus d'Afrique, qui sont très souvent 100% naturels, bah, il faut savoir les atouts et les faiblesses aujourd'hui en France. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on peut, effectivement, d'un point de vue réglementaire et juridique, il faut avoir certains repères. On peut se déclarer son activité auprès de l'AFSAP. Ok, aujourd'hui, pas de problème. Mais il faut savoir qu'il y a 10 ans, ce n'était pas le cas. Lorsque vous arriviez, vous ne connaissez pas. Donc, vous n'avez pas forcément une réalité juridique avec tous les problèmes que cela peut entraîner. Mais aujourd'hui, le problème, c'est que la direction départementale de la protection des populations applique une procédure de contrôle des produits naturels inadaptés. C'est-à-dire, ils appliquent les mêmes règles que des produits chimiques. Or, ces règles sont extrêmement contraignantes. Contraignantes, pourquoi? Parce que un produit 100% naturel a des caractéristiques différentes
d'un produit chimique, notamment en termes de bactéries. Ça, on le sait tous. Mais aujourd'hui, il y a un travail de lobbying de dire comme quoi, tant que l'industrie cosmétique classique, je pense, n'aura pas trouvé le moyen de mettre la main sur ces produits 100% naturels, pour l'instant, ils vont fermer le verrou. Ils ne vont pas ouvrir. Il faut donc se battre auprès de l'Union européenne, puisque tout part de là, pour qu'on puisse avoir des procédures de contrôle adaptées aux produits naturels. D'un point de vue scientifique, les atouts en France, on bénéficie de la Cosmétique Valley, donc c'est très facile de pouvoir faire des tests de ces produits, c'est-à-dire si vous avez des idées de produits, je sais pas moi, d'Afrique ou d'ailleurs, bah, aujourd'hui en France, pour pouvoir les commercialiser, il faut prouver que ces produits ne sont pas nuisibles pour le consommateur. Donc ce qui est bien en France, c'est qu'il existe un centre scientifique, mais avec des prix extrêmement élevés, ce qui est contraignant. Sinon, on peut aller dans les pays émergents. Donc, d'un point de vue opérationnel et commercial, donc c'est plus facile aujourd'hui pour nous de développer des produits. C'est là où on crée tout simplement de la valeur. C'est lorsqu'on développe ces produits, de la conception jusqu'au produit fini. Donc, on capte en fait financièrement toutes les marges. Lorsqu'on fait de la distribution, pour faire simple, lorsqu'on produit, on fabrique soi-même un produit, on peut se faire, pour faire simple, si on se fait 50% de marge, bah, lorsqu'on vend le produit d'un groupe, on va se faire 10% de marge. En termes économiques, ce n'est pas la même chose. Voilà en gros les messages que je voulais vous passer. Je voulais vous dire simplement que bah, l'industrie cosmétique est un marché qui se porte très bien. Vraiment, ça se porte très bien. Si vous voulez investir, regardez, épluchez les bilans et les rapports de ces sociétés. Regardez le portefeuille en matière de produits ethniques. Aujourd'hui, c'est ce que les analystes financiers regardent pour se dire, oui, si j'investis dans cette entreprise, demain, le retour sur l'investissement sera important. Pareil, puisque nous sommes là et le principal message, c'était de vous dire comme quoi la cosmétique ethnique est un marché d'avenir. C'est-à-dire aujourd'hui, les grands groupes s'intéressent à vous parce que les marchés en Occident sont matures. Voilà. Merci. Alors, Prince, alors là, vous venez donc de nous brosser un portrait ici avec, je retiens un chiffre, 250 milliards de dollars. Je n'arrive même pas à compter ça tellement c'est gros. Simplement, ce qu'on retient, c'est que le marché de la cosmétique, en fait, c'est un marché qui a une taille importante, mais avec un taux de croissance qui est celui qu'il est. En revanche, le marché de la cosmétique ethnique, lui, il a un taux de croissance simplement phénoménal. Exactement. Deuxième chose que je retiens, donc, c'est que là-dedans, on va retrouver des groupes comme P&G et L'Oréal. Et on comprend aussi que les relais de croissance sont visiblement les nouveaux pays en voie de développement, par exemple. Donc, on considère que l'Afrique fait partie de ça. Donc, ça nous amène à dire ceci, c'est que quand on voit aussi, vous avez parlé de la concentration de ce marché, on comprend rapidement que ceux qui vont gagner dans ce marché, ce sont en fait finalement ceux qui sont capables de couvrir de grands coûts fixes. Donc, ça veut dire qu'en fait, pour que l'Afrique soit bonne dedans, il faut finalement des entreprises panafricaines pour pouvoir suivre Exactement. ça. Alors, on retient autre chose simplement aussi, c'est que finalement, le marché de la cosmétique ethnique, c'est un marché, en fait, c'est une valeur refuge financière. Nous retenons aussi que, en gros, finalement, ce qu'il faut faire, alors, ça me fait d'ailleurs penser à ceci.
c'est qu'on a présenté finalement les entreprises européennes et les entreprises américaines. Bon, je n'ai pas vu d'entreprise africaine, mais je me souviens, il y a plus de 20 ans de cela, à chaque fin de Coupe du monde de football, il y avait un match qui était toujours l'Europe contre le reste du monde. Maintenant, ce n'est plus ça, puisque l'Afrique existe. Alors, on va dire ceci, c'est que pour gagner dans ce marché, il faut investir. Il faut investir, exactement. Sauf que les entreprises qui veulent gagner très vite, c'est-à-dire gagner à 1 an, puisque les entreprises que nous avez présentées, elles ont plus de 100 ans. Eh bien, on ne sait pas gagner, on ne sait pas faire du profit rapidement, parce que faire du profit très rapidement, ça veut dire faire une division par 0, on ne sait pas le faire. Alors, simplement, retenons ceci, c'est que les idées sont bonnes. Ce qui est encore le plus intéressant, c'est l'exécution, c'est l'excellence opérationnelle, et que le profit, finalement, de nos entreprises, ce n'est qu'une conséquence et pas un déterminant. Merci beaucoup. Merci.